Pruvot, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions Talendier La story de la langue française. Pourquoi ce titre, Jean, La story? Alors c'est vrai que c'est une sorte de clin d'œil, surtout que c'est écrit S-T-O-R-Y. Alors mon plan initial c'était S-T-O-R-I-E parce que c'est un mot qui date de 1130, qui était dans le voyage de Saint-Bredant. Et j'étais très content que ce soit un mot français qui soit passé en Angleterre, puis revenu. Puis bon, l'éditeur m'a dit que ça ne serait pas compris, du coup c'est en italique, et j'explique très vite qu'effectivement c'est d'abord un mot français. Alors la story, ça a du sens parce que pour moi, c'est vraiment l'histoire de la langue française et de la langue anglaise, parce que tout simplement, à Boulogne-sur-Mer, où j'ai passé mes vacances auprès de ma grand-mère, on voit les côtes d'Angleterre, et Boulogne-sur-Mer, il y a énormément d'anglais. Donc dès le début, entre le pudding de Noël et ma grand-mère qui dit toujours c'est monster d'anglish, bon, qu'elle ne parlait pas l'anglais. Donc il y a eu une sorte d'intérêt pour cette langue. Et ce qui était très intéressant, c'est que dans le fond, les mots qui nous préoccupaient tous les jours, c'était le paquebot, c'était l'Overcraft, on va y revenir, c'était la malle. Alors le paquebot, ben, j'ai découvert que c'était le packet boat, un mot anglais transformé en français. La malle, on disait toujours la malle arrive, c'était la malle de Douvres ou de Folkestone. La malle, ben, c'était un mot hollandais passé en français, et puis ce coffre qu'on met sur les bateaux avec les lettres, et qui devient du coup le bateau lui-même, la malle, et qui va donner en fin de parcours le mail. Donc cette histoire-là était drôle, parce que la malle, c'est un mot qui existe toujours et qu'on trouve dans le dictionnaire d'Académie. Il y a eu la malle des Indes, après la malle poste. Et puis alors l'Overcraft, traduction, très réussie, l'aéroglisseur. Donc ça c'est très bien. Et puis il y avait les agacements très logiques de ma grand-mère. Elle avait le café, elle tenait le café des chauffeurs. C'était ceux qui faisait chauffer le moteur à vapeur des bateaux. Si ça avait été aujourd'hui avec, je ne sais pas moi, l'open bar, live bar, elle aurait été très agacée. Et ben moi aussi, je suis agacé parfois par ces anglicismes un peu intrusifs. Alors, quel objectif avez-vous poursuivi en écrivant ce livre? Alors l'objectif, c'était en vérité de montrer qu'il y avait une sorte de cocktail parallèle. On est entre le français et l'anglais, même si dans le livre je raconte aussi l'italien et la langue arabe, mais évidemment c'est centré sur l'anglais et le français. On est dans les mêmes cocktails, et pourtant ce sont deux langues différentes. Le cocktail commence avec le celte. Alors ce sont les Gaulois, en Angleterre on dit plutôt les Celtes, et là on a à peu près le même socle. Nous, on va avoir des mots comme ruche, comme boulot, comme chêne. Et de l'autre côté, bon, on aura des mots anglais, je vais prendre des mots anglais, comme glen, la vallée. Des mots aussi, puisque j'évoque les noms propres, comme la Tamise, Thames, le Devon. Et là, on est dans des mots, disons, qui sont aussi d'origine celtique. Et puis ce fameux mot car, char chez nous, repris en latin après, bon, qui est d'origine celtique. Deuxième point, deuxième élément du cocktail, c'est le latin. Alors là, pour nous, c'est 80% de notre vocabulaire. Et pour les Anglais, peu. C'est le Brexit avant l'heure, on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment adopté la langue anglaise. On trouve quelques traces dans les noms propres. Winchester, Lancaster, ce sont Castro, Castra. On est, si vous voulez, dans le fort romain et qu'on retrouve dans Lancaster. Alors il y a ensuite aussi eh bien, les Germains. Alors là, c'est la vague germanique. Elle est importante chez nous, mais on avait déjà le latin comme évidemment imprégnation forte. Chez nos amis anglais, cette imprégnation est vraiment très intense. Ça va donner, je sais pas, je prends la main par exemple, finger, hand, arm, on va avoir knee pour le genou, nose, eye, tout ça sont des mots d'origine germanique, on voit bien, qui sont différents des mots français. Alors l'origine germanique, évidemment, a aussi des traces dans la manière dont la langue est construite. Et en l'occurrence, les Anglais vont faire comme les Germains, c'est-à-dire faire de la composition et surcomposition. Et par exemple, eh bien, je ne sais pas, je vais prendre long learning,
bien, live learning, c'est en français l'apprentissage tout au long d'une vie. Dining room, c'est la salle à manger. Dining table, la table de salle à manger. On voit que c'est beaucoup plus court. Et quand on passe de l'anglais au français, c'est cette composante germanique où les mots sont souvent resserrés, qu'on ressent, et on sait que c'est un tiers plus long dès qu'on passe en français. C'est parfois plus précis, mais bon, c'est objectivement plus long. Donc voilà ce qui est marquant, je dirais, dans la partie germanique de ce cocktail. Alors, il y a aussi, évidemment, la partie, cette fois-ci, des Vikings. Et quand les Vikings arrivent, ils vont nous laisser quelques mots, bien sûr, comme cric, vague. Ils vont en laisser énormément aussi en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne. Et par exemple, window, qui aujourd'hui est connu mondialement, c'est l'œil du vent. Bon, c'est une sorte de fenêtre, et donc ça manque pas de charme. Et d'autres mots encore, sky, my husband, sky, husband, voilà aussi des mots qui sont d'origine viking. Alors ce qui est très important, c'est que si en France, ils nous laissent une centaine de mots, en fait, ils nous laissent aussi leurs descendants. C'est le fameux Rollon, à qui on a donné la Normandie, Northman, qui va d'un seul coup se retrouver avec des petits enfants, dont l'un s'appelle Guillaume le bâtard, parce que la maman n'est pas d'origine noble, et qui va conquérir l'Angleterre, 1066, et embarquer avec lui des milliers de mots, des milliers aussi de personnes, soit dans l'artisanat, soit dans l'église. Et donc l'Angleterre va se mettre avec le roi, autour du roi, la cour anglaise parle français, d'où Honi soit qui mal y pense, lors de la jarretière avec Édouard III. Les mariages sont innombrables, aussi bien entre un artisan français et une anglaise, qu'entre les rois, je ne vais pas y revenir, Aliénor d'Aquitaine, etc. Et donc là, énormément de mots s'installent en français, de mots français s'installent en anglais, et c'est ce qui fait que 60% des mots anglais, si on prend 60 000 mots, eh bien, sont d'origine française. Alors, quels mots? Bon, Sir, Prince, Abbé, bon, on les devine tout de suite, ils sont repérables, il y en a des centaines de bons amis comme ça. Et puis, il y a ces mots dont fond sont des témoins d'une prononciation d'hier. Fleur donne flower, mais on prononçait fleur en français, pour ça qu'il y a une orthographe EU. Toile, towel, toil, on prononçait. Et tower, tohur, voilà pourquoi OU. Donc il y a une sorte de musée, alors musée aussi avec des mots qui parfois ont disparu, mais qui étaient français. Very, c'est vrai, vrai, vraiment, vraiment. Bon, donc on a aussi carrément des mots qu'on ne retrouve pas. Petticoat, jupon, petite côte. Donc là, on est à l'infini avec des mots de ce type. Et puis il y a les fameux faux amis. Alors, to demand your surname, c'est exiger votre nom, c'est pas demander gentiment votre surnom. Et on voit bien qu'un inhabited location, c'est pas une location inhabitée, mais c'est un lieu qui est justement habité. In, qui veut dire dans ce cas-là, dedans. Donc ça, c'est quelque chose de très frappant. Alors après, bon, le livre développe à l'infini, puisqu'il y a plus de 1600 mots qui sont traités, mais il faudrait passer sur le XVIIe siècle, cette langue classique, marquée par le dictionnaire de l'Académie. On oublie que c'est la grammaire de Port-Royal et la logique de Port-Royal qui a nourri aussi le dictionnaire de l'Académie, et qui en a fait un dictionnaire avec des citations, non pas des citations, des définitions qui sont très claires, qui ont été appréciées de l'Europe entière, et qui ont concouru à ce que la langue française soit vraiment la langue européenne. Ça continue au XVIIIe siècle, la langue française est vraiment la langue de culture derrière, notamment nos philosophes, qui étaient d'ailleurs à l'Académie française, mais il faut ajouter quand même que cette aventure s'inverse. On commence à voir des mots comme le jury, le club, vote, au sens anglais du terme, le budget, budget, c'est un mot gaulois au départ, mais qui, finalement, passant en Angleterre, nous revient avec cet accent. Et puis arrive le 19e siècle. Le 19e siècle, alors là, c'est véritablement, il y a une anglomanie. C'est un peu logique parce qu'il y a eu 120 000 émigrés qui sont partis en Angleterre au moment de la Révolution. Ils reviennent, ils parlent anglais.
Et puis il y a le sport. Alors le sport, les Anglais ont quand même toujours été des maîtres dans le domaine, notamment l'équitation. Donc on pense au turf, on pense à la boxe, des mots steeplechase, etc. Et donc ça va marquer. On arrive au XXe siècle. Et le XXe siècle, ben, on le sait, je ne vais pas développer, je le développe longuement avec Clémenceau et le fait que la langue officielle des traités n'est plus forcément le français, devient l'anglais, à cause de Clémenceau qui était bilingue. Et on se retrouve à ce moment-là avec effectivement les mots dus à la guerre, tank, etc. Et puis après la guerre, eh bien l'American Way of Life. Et là, bon, bah, on a tous été au café avec le jukebox, le baby-foot, même si c'est un mot reconstruit en anglais mais qui est français. Avec bien entendu le hit parade, bon, il y a eu toute cette mode, le western. Et donc là, bon, on en est issu, c'est un peu logique, c'est partie des emprunts bon, qu'on a combattus, mais certains, le week-end, etc., se sont évidemment bien installés. Mais c'est là une partie du livre importante, il y a 11 chapitres, où j'évoque comment on en est arrivé aujourd'hui à être submergé d'anglicismes, contre lesquels je crois qu'il faut quand même réagir, avec notamment les accords de Bretton Woods. Alors j'en parle assez longtemps, quand Nixon en 71 a donc mis un terme aux accords de Bretton Woods qui mettaient le dollar et les talons noirs en parallèle. Et là, on va être submergé d'entreprises américaines. Je ne développe pas plus, c'est vraiment très long comme influence, et ça mérite évidemment d'être détaillé ce que je fais dans le livre. Alors justement, que pensez-vous des nombreux anglicismes utilisés aujourd'hui dans la communication par certaines entreprises? Oui, alors la question est très bonne parce que j'en pense du mal et en même temps avec un peu d'humour. Parce que, évidemment, si quelqu'un me dit oh, je suis très souping en riant, bon, alors moi je peux lui répondre bah, je suis très racletting, plutôt. Bon, là, dans l'humour. Mais si on me dit alors ton summer body, tu l'as travaillé là pour cet été, donc là je commence à me dire de quoi il me parle. C'est pas très clair cette affaire-là. Et puis là où ça devient ridicule, bon, et je pense qu'ils en sont conscients, ils en seront conscients. C'est souvent dans les entreprises, parfois des jeunes qui veulent montrer, comme autrefois on parlait le latin, ils veulent parler l'anglais à tout prix. Alors c'est agaçant parce que ça s'installe, save the date, bah, pourquoi pas prenez date, être up to date, bon, être à la page. Alors après, le ridicule est total quand, je sais pas, je voyais le benchmarket de la chaussette. Bon, là, on se pose quand même quelques questions sur le sujet. Et moi, mon critère, dans le fond, alors là, dans le livre, j'en ai énormément, hein, le think tank, bon, alors, tous les 5 minutes, hein, think tanker, quand on comprend pas, Versailles Revival, pourquoi Versailles Revival, pourquoi améliorer mes soft skills, j'ai besoin, là, ma grand-mère ne comprendrait pas, c'est mon critère. Alors, pour revenir à ma grand-mère, je me souviens, c'était le début déjà, elle est hélas décédée dans les années 90, et quand on posait une question à quelqu'un, il répond il répond comme ça, c'était un entretien en français, I don't know. Et ma grand-mère dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, Jean? Ben, je ne sais pas. Ah ben alors si tu ne sais pas, et c'est là que je regrette qu'elle n'ait pas le livre que je lui dédie, où je raconte cette histoire de la langue française, cette story de la langue française.